Vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès, aujourd'hui Philippe Duval qui est aux manettes de cette émission, et puis à la une, le grand point d'interrogation qui continue à surmonter un certain nombre d'affaires de disparition mystérieuse d'enfants. Je citais tout à l'heure les prénoms, on les a tous en mémoire, Estelle, Marion, Maddy, Anaïs, malheureusement il y en a d'autres, et aussi des prénoms de garçons, des affaires qui rebondissent de temps en temps, qui refont la une de l'actualité, mais après après on sait plus trop ce qui se passe après la une de l'actualité, et souvent malheureusement ce sont des fausses pistes. Et ce qui m'a passionné, et c'est pour cela que j'ai invité Karl Zéro aujourd'hui dans l'heure du crime, ce qui m'a passionné en lisant son livre qui vient de paraître cette semaine aux éditions L'Archipel, c'est la démarche. Bonjour Karl Zéro. Bonjour Jacques. Alors votre démarche, parce que ces affaires on les connaît tous, nous les journalistes qui travaillons sur les faits divers, les affaires mystérieuses. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit revisitons ces affaires, mais allons plus loin? Au fond, c'est pas mon côté le plus drôle, hein. Je peux être plus brillant et plus rigolo. Là, c'est quelque chose au fond de très sérieux et de très profond chez moi. C'est-à-dire que finalement, je suis pas un chevalier blanc, je suis pas un petit saint, mais quand on touche aux enfants, c'est quelque chose qui me fait vraiment du mal. J'ai moi-même des enfants, je peux me mettre à la place des gens, et j'ai eu l'occasion de rencontrer évidemment toutes ces personnes, enfin tous les proches de ces petites victimes. Et c'est terrible. Et c'est terrifiant. Ouais. Et donc je pense que c'est important de jamais relâcher, et c'est important aussi d'envoyer peut-être les enquêteurs sur des pistes qu'ils ont tendance parfois à virer un peu vite en disant non, les réseaux ça n'existe pas, tout ça c'est des conneries. Enfin, j'ai tellement entendu que c'était un fantasme, je me suis dit il faut quand même que j'y aille à fond, dire les choses comme elles sont, et arrêter de finalement, même aux proches de victimes, de raconter des bêtises. Ouais, voilà. Et reprendre ce qui est considéré parfois comme des rumeurs ou des fantasmes, tout simplement pour voir ce qu'il y a derrière, quoi, en fait. C'est-à-dire, non mais en plus ce terme de fantasme, je le trouve impropre. Il a été employé en France par la justice française, sur une affaire très particulière dont vous parlez dans le livre, disons-le tout de suite. Bien sûr, le réseau de Zandvoort. Fantasme, quand on voit des enfants, y compris des bébés, être violés en images, on peut pas parler de fantasme. C'est pas un fantasme, c'est atroce, ça existe. Et quand des parents de ces enfants qu'on voit sur les images identifient les images, ils sont 81, on leur dit ah non, ce sont des sosies. Donc c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est que c'est une espèce de patate chaude, on va dire, pour rester poli. Alors on parlera de ce dossier Zandvoort parce que il est moins connu du grand public que les affaires par lesquelles on va commencer, mais ce CD ou ce DVD pédophile qui a c'était des fichiers en fait, sur CD-ROM, et il y avait 12 CD-ROM retrouvés en Hollande. C'est ça. Et il y a plus de 10 000 images ou vidéos. Voilà. Alors, la première affaire dont je voudrais qu'on parle ensemble, qui illustre parfaitement le mode d'emploi que vous avez utilisé pour revenir sur ces enquêtes. On va prendre l'affaire Estelle Mouzin, parce que, alors rappelons que Estelle, c'est une petite fille de 9 ans disparue en rentrant de l'école à Guermantes, en Seine-et-Marne, le 9 janvier 2003. On va en parler parce qu'au fil des années, et il faut bien le dire aussi, au fil des anniversaires de la disparition de cette petite fille, un certain nombre de rebondissements ont eu lieu, et on fait... il faut souligner le fait que ce soit curieux, que ce soit à chaque fois que c'est l'anniversaire, qu'il semble que la police ou parfois des journalistes sortent quelque chose. C'est quand Monsieur Mouzin, le père d'Estelle, fait sa marche à Guermantes pour rappeler devant l'arbre qu'ils ont planté après la disparition. Alors à chaque fois, ils nous sortent une nouvelle hypothèse, toutes plus farfelues les unes que les autres. Je pense qu'on va en parler. Alors d'abord, on va revenir sur les faits avec un premier document RTL qui date de 2 jours après la disparition d'Estelle. On est le 11 janvier 2003. Il y a beaucoup de recherches évidemment sur le terrain, mais on ne retrouve aucune trace de la fillette. Tout le monde redoute le pire, et sur RTL, on entend les explications de Laurent Marsic qui rappellent les circonstances de la disparition de la petite fille. Remontons un peu le temps. Jeudi soir, Estelle, 9 ans, quitte l'école, située à quelques centaines de mètres de sa maison. Elle est accompagnée par une copine. Les 2 amis se séparent ensuite. Et là, c'est le mystère. Au domicile familial, Lucie, la grande sœur, attend Estelle, qui n'arrivera jamais.
Au début, je me suis dit, ça se trouve, elle est tombée quelque part et on va la retrouver. Que ça se trouve, ouais, elle est tombée sur un truc de glace, elle a peut-être cassé une jambe, ça se trouve, elle est à l'hôpital, machin, je sais pas, moi. Mais bon, bah là, moi, je pense que, ouais, ça se trouve, quelqu'un on l'a pris dans une voiture, quoi, mais elle serait pas montée avec n'importe qui, quoi. Aussitôt, des recherches ont donc été lancées sans succès. Tout le village s'est mobilisé. Des centaines d'affiches avec la photo de la petite fille ont été apposées sur les abribus à chaque coin de rue. Les voisins des parents d'Estelle se sont eux aussi mobilisés comme cet homme. On a cherché un peu aussi dans les chemins et ça fait 2 jours qu'on dort pas, quoi, c'est tout, quoi. On a peur qu'elle soit dans un coin et qu'on la retrouve malheureusement au printemps ou dans un mois ou 2 dans un fossé. C'est triste pour tout le monde, quoi. Ce soir, on pense donc à un enlèvement, d'où cet appel lancé aux éventuels ou à l'éventuel ravisseur par la maman d'Estelle. Je voudrais qu'ils nous rendent Estelle le plus vite possible et parce que c'est un enfant, elle ne mérite pas ça. Alors, premier commentaire, 15-0. Alors, ce qui me vient en entendant la voix de Suzanne Mouzin, c'est bon, il y a une hypothèse dont je parle pas dans Disparu le livre, qui concerne quand même son compagnon. Alors, c'est jamais sorti, mais il faut le dire. La police l'a tourné un peu dans tous les sens. Le gars a beaucoup été entendu. Ce qui est curieux, c'est parce que le couple était séparé. Hein, le couple était séparé. Il s'agit pas d'Éric Mouzin, il s'agit du nouveau compagnon de cette femme. Oui. Et il faut savoir que cette femme est partie assez rapidement après pour vivre en Afrique du Sud. Il restera toujours la question de savoir si elle savait quelque chose et qu'elle a préféré changer de vie en refaisant sa vie. Dans ce cas-là, jetons le manteau de Noé, comme on dit, mais c'est un vrai problème. Après, ce qui me vient aussi à l'esprit quand j'entends le sonore, c'est qu'il dit ça fait 48 heures qu'on dort pas. En réalité, quand la petite disparaît, on met 2 heures à appeler le commissariat de Lagny, ils arrivent, et là, ils font une battue, ils ont pas de lampe de poche, enfin c'est ridicule. Il a neigé la veille, et ils arrêtent à 3 heures du matin. D'où d'ailleurs le nombre très restreint de témoins, parce qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Il y a personne, il fait très froid, les gens, c'est la banlieue, ils sont calfeutrés, et les pauvres flics de Lagny ils tournent un peu en rond comme ça, puis voilà, c'est tout, hein, il se passe rien. Ouais. Alors, on va faire une première pause et ensuite on va s'intéresser aux différents rebondissements que vous évoquez bien sûr dans votre livre Disparu. Que sont-elles devenues, ce livre enquête qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Disparues, que sont-elles devenues? C'est le livre enquête de Karl Zéro, mon invité, qui est paru mercredi aux éditions de l'Archipel. Le résultat papier, j'allais dire, de toute une série d'enquêtes menées sur un certain nombre de disparitions d'enfants mystérieuses. Et là, on parle depuis le début de l'émission de la disparition d'Estelle. Alors Karl Zéro, avant d'en venir à une piste qui n'a pas été exploitée, disons-le, à fond par les enquêteurs et qui, à vous lire, me semble être celle qui a sinon votre faveur. On n'en est pas là, c'est pas une question d'avoir des faveurs, mais ça vous semble quand même assez énorme qu'on ne soit pas allé au bout de cette histoire de Polonais, puisque c'est les Polonais. Vous voulez qu'on revienne d'abord sur les autres hypothèses? Oui, alors 4 ans après, il y a un premier rebondissement. On apprend que dans l'été 2007, Michel Fourniret, qui est incarcéré, a écrit une lettre au juge en disant « Il faut absolument que je parle à la famille d'Estelle parce que j'ai des révélations à faire ». Cette rencontre ne s'est pas faite, disons-le tout de suite. Mouzin n'a pas accepté. Il faut dire que la lettre, quand on la lit, il fait part de ses révélations. C'est même pas des choses qu'il veut dire à l'oreille d'Éric Mouzin. C'est une sorte de galimatia incompréhensible et un peu délirant comme il fait d'habitude. Oui. Et on avait trouvé chez lui, quand on a perquisé chez lui, des cassettes d'émissions de télé qu'il avait regardées sur Estelle, il y en avait dossier de presse, etc. Oui, il avait une photo d'Estelle dans l'ordinateur et il avait dit à sa femme celle-là c'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Et puis il a un alibi pour le jour de la disparition. Ce fameux coup de fil, il est chez lui, ou il est supposé être chez lui, parce le coup de fil pour souhaiter bon anniversaire à son fils, qui d'ailleurs n'a aucun souvenir que son père l'ait appelé. Mais effectivement, on voit sur le relevé téléphonique qu'il a bien appelé ce jour-là. Enfin, quelqu'un de son domicile dans les Ardennes, donc loin. Mais bon, moi la piste Fourniret, j'y crois pas du tout dans cette affaire-là, parce que je pense que de toute façon, à chaque fois qu'une petite fille a disparu, c'est Fourniret du chapeau. Il y a toujours Fourniret
Fourniret. Donc Fourniret, il aime quoi? Il aime des jeunes vierges, mais des filles qui sont formées, pas des filles de 9 ans. Fourniret, ça, c'est plutôt du 12, 13, 14. Et donc on a pensé que c'était une tentative de manipulation un peu perverse, quoi, en fait. Hein, c'est pour qu'on parle de lui, pour faire l'intéressant. De tôle, ouais. Alors, il y a eu un autre coup de théâtre, et là on a bien cru qu'il y avait vraiment quelque chose de très concret. On est en 2008, le 31 janvier 2008 exactement. On est donc 5 ans presque jour pour jour après la disparition d'Estelle, et on va entendre à ce propos un document RTL. C'est Julien Dumont qui dirige le service police-justice d'RTL et qui révèle qu'une perquisition judiciaire est en cours ce jour-là dans un restaurant asiatique à 25 km du lieu où la fillette a disparu. Opération qui aurait été décidée par les enquêteurs après le témoignage de 5 personnes placées en garde à vue. Écoutons le document, on le commente après. Il s'agit d'ouvriers qui ont participé à la construction de ce restaurant l'été dernier, et selon nos informations, au moins un d'entre eux a confirmé aux enquêteurs cette information capitale. Des restes d'un corps humain ont bien été découverts à l'époque des travaux. Des cheveux châtains et un bout d'étoffe rouge étaient, selon cet ouvrier, encore visibles. Un bout d'étoffe rouge, le détail a son importance. Le jour de sa disparition, Estelle portait en effet un pullover de cette couleur. Selon les ouvriers, plutôt que de prévenir la police, il se serait alors débarrassé du corps, l'abandonnant dans une décharge des environs. Grâce à ce témoignage très précis, les fouilles entreprises dans le restaurant chinois sont donc minutieuses. Les enquêteurs s'intéressent à un bassin situé au milieu de l'établissement et ils percent en ce moment même la dalle au marteau-piqueur à la recherche de traces de présence de ce corps. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, mais les enquêteurs veulent se donner toutes les chances de pouvoir retrouver éventuellement une trace de la présence d'un corps d'enfant à l'époque des travaux. Il faut le dire que le restaurant a disparu d'ailleurs. Enfin, il a été totalement détruit à l'époque et les ossements. Le propriétaire a fait un procès. Il a gagné 300 000 euros que chaque contribuable a remboursé. Et les ossements, c'était des os de poulet et de chien. Donc voilà. Donc c'était une énorme fausse piste. Bon, c'était non, on peut clairement dire les choses. C'était un enfumage total. Un enfumage, non. Pourquoi? Parce que peut-être des gens, vous savez. Non, moi je sais pas. Moi je me mets à la place des enquêteurs. On est dans une affaire terrible. On passe pas à côté d'une info comme ça, quand même. On va voir. Chaque année. Même si ça coûte de l'argent contribuable. Chaque année, on trouve une nouvelle piste. Une autre fois, c'était un militaire dans une chambre d'hôtel qui avait laissé une valise avec des coupures de presse. Et là, on n'a pas inventé ces témoignages. Ces ouvriers, la rumeur s'est répandue. C'est une histoire de rumeur. C'est malheureux, mais par les cheveux quand même. Alors après, il y a eu une autre. Je la cite vraiment pour mémoire. On est cette fois toujours en janvier 2008. Je crois, on dit que on aurait reconnu Estelle sur un site internet pédophile basé en Estonie. Les enquêteurs auraient visionné des images de ce site et auraient trouvé qu'il y avait effectivement une ressemblance frappante. Mais là aussi, fausse piste, on s'est aperçu, parce qu'on est remonté quand même au fichier original, qui montre quand même le travail des enquêteurs, et on s'est aperçu que la photo a été prise 1 an avant la disparition d'Estelle, donc c'était pas elle, quoi. Oui, mais ce qui est... Vous regrettez dans votre livre qu'on ne soit pas allé plus loin. C'est ce que je trouve scandaleux dans cette histoire, c'est que on a dit c'est pas Estelle, et on s'est pas intéressé à savoir qui était cette petite fille. Que c'était aussi une petite fille. Évidemment, elle avait rien à faire dans ce site. Voilà, exactement. Et on n'a jamais su qui c'était, où elle était passée. On a dit non, c'est pas elle, donc tant pis, on laisse tomber. Et le gars, il continue à faire son site. Alors là, la piste que vous trouvez extrêmement intéressante et qui, selon vous, n'aurait pas été suivie, et selon vous, et c'est la réalité, elle n'a pas été suivie vraiment jusqu'au bout, c'est que au moment de la disparition de la petite Estelle, quelque temps auparavant en tout cas, étaient venus des pèlerins polonais qui se rendaient dans une communauté religieuse qui est la communauté de Thésée. Voilà, alors donc une semaine avant la disparition, Suzanne Mouzin, qui donc ne vit plus avec Éric Mouzin, qui lui vit ailleurs, a hébergé 2 Polonais, dont un prêtre, qui était venu pour le grand rassemblement de Thésée, qui cette année-là avait lieu à Paris. Il faut savoir que ça attire 80 000 personnes. Et ces 2 Polonais donc sont repartis, et on pourrait dire, rien à voir. On a
on s'est dit, il faudrait peut-être entendre les Polonais. On a demandé à la justice polonaise. Ils ont retrouvé un des 2 Polonais, le prêtre. Ils l'ont interrogé, c'est un grand mot. Ils l'ont reçu avec tous les égards dus à son rang de prêtre. Et c'est une petite discussion. Est-ce que vous vous souvenez de la petite Estelle? Oui. Est-ce que vous l'avez enlevée? Non. Merci, monsieur le curé. Et terminé. L'autre, on l'a jamais retrouvé. Et après, on découvre qu'une femme qui habitait à quelques kilomètres de là, qui s'appelle de mémoire Florence Boise, va disparaître dans des circonstances extrêmement mystérieuses, puisqu'on ne la retrouvera pas. Et cette femme hébergeait, elle aussi, des pèlerins polonais, qui étaient dans le même bus que les autres, ceux de Guermantes. Ouais. Question, est-ce que cette femme a su quelque chose qui concernait la disparition d'Estelle? Là encore, on n'aura jamais la réponse. On n'a jamais interrogé non plus les Polonais de cette Madame Boise. Ouais. Donc, finalement, il y a un vrai souci autour. Alors, on a demandé, par exemple, je sais que le cabinet Seban a fait la demande de savoir si... Didier Seban et Corinne Herman qui s'occupent du dossier Estelle. De ce dossier-là, en particulier, et de plein d'autres d'ailleurs, mais de celui-là, ils ont fait la demande à la police française de faire des recherches pour savoir, puisque cette communauté de Thésée fait un rassemblement œcuménique une fois par an, si dans les autres pays où ça s'est produit, il y avait eu des disparitions inexpliquées d'enfants. Parce que il faut aussi savoir que cette communauté de Thésée, elle a été fondée dans les années 70 par une sorte de saint homme qui s'appelle Frère Roger, et il a été assassiné, ce Frère Roger. Et il a été assassiné par une femme qui est roumaine, alors qu'on a décrit comme illuminée, sans qu'on sache très bien si elle était réellement, et elle a expliqué son geste. Elle a poignardé Frère Roger pour dénoncer des scandales pédophiles au sein de la communauté, venant de la part de moines de la communauté. Cette femme a été internée, elle n'a pas été jugée, et elle a été assassinée à l'asile où elle était, en France. Donc ça fait pour vous beaucoup? Pour moi, ça fait beaucoup. Je pense qu'on devrait savoir s'il y a eu d'autres disparitions au cours d'autres rassemblements de Thésée. Enfin, quand je dis que Thésée, c'est années 70, ça s'inscrit aussi dans cette libéralité des années 70, où on échange. Et quand on échange, on sait où ça commence, on sait jamais très bien où ça finit, et tout le monde vient en famille, il y a des enfants. Enfin, bon, je dis pas que c'est les enfants de Dieu ou que c'est une secte terrifiante. Non, bien sûr. De toute façon, on n'en sait rien, mais ça vaut la peine pour vous de reprendre cette piste parce que je et pense de l'exploiter vraiment. Voilà, je pense que là, on peut rentrer dans le cadre de se faire passer pour pèlerin de Thésée, rien de plus simple, enlever un enfant, rien de plus simple, et le fournir pour un réseau, comme cette petite fille sur le site estonien. Après, la petite Estelle est partie Dieu sait où. Ouais, et ils avaient été, ces pèlerins, hébergés dans cette région parce que l'évêché avait demandé aux paroisses que des paroissiens justement se proposent pour accueillir ces pèlerins. Alors, on va faire une nouvelle pause dans l'émission. On va faire un point rapide sur l'affaire Maddie McCann, la petite Maddie. Là, il y a du nouveau dans votre livre, et là, il y a du nouveau, effectivement. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, c'est Carl Zéro. Carl Zéro qui vient de publier aux éditions L'Archipel cette semaine, mercredi dernier, Disparues, que sont-elles devenues? C'est un livre enquête réalisé sur des affaires qui sont évidemment surmontées, comme je disais tout à l'heure, par un immense point d'interrogation, mais qui valent effectivement d'être revisitées par un journaliste avec le recul aussi du temps, et tout cela permet de se poser quand même un certain nombre de questions et de tenter d'y répondre, ce que vous faites dans votre livre, Carl Zéro. On va parler de l'affaire Maddie McCann parce que effectivement c'est une affaire qui bouge en ce moment. Elle a commencé à bouger en octobre dernier. Elle bouge encore là dans les premiers jours de 2014. Avant d'en parler avec vous et de voir quelle piste pourrait être vraiment exploitée par les enquêteurs, on va rappeler à ceux qui nous écoutent très rapidement les faits. Les faits, c'est la disparition de cette petite anglaise Maddie McCann en 2007 au Portugal, et on va entendre à ce propos un premier document RTL qui date du 9 mai 2007, c'est-à-dire 5 jours après la disparition de la petite Maddie. C'est Élodie Touchard qui fait le point dans RTL Matin sur l'enquête qui n'a pas beaucoup avancé depuis quelques jours, malgré des moyens très importants déployés sur le terrain.
la police pensait tenir le ravisseur, un homme suspect accompagné d'une fillette dans un supermarché, mais il s'agissait, là encore, d'une fausse alerte. Au total, 350 pistes ont été examinées, 500 appartements inspectés, plus d'une centaine de personnes interrogées. Ils sont aujourd'hui 250, policiers, pompiers, gendarmes, 250 à rechercher la petite Madi. A-t-elle été kidnappée pour servir un réseau international de pédophiles ou bien un réseau d'adoption? Deux thèses évoquées au début de l'enquête par la police, mais aujourd'hui, mystère, peu d'informations. Du coup, les médias anglais se font de plus en plus critiques, comme l'explique Simon Ram, journaliste portugais à l'agence Lusa. Il y a vraiment beaucoup de journalistes anglais. Il y a BBC, Sky News et tous les journaux sont là. Le journaliste anglais, il fait beaucoup de pression. Ils ont critiqué beaucoup les autorités portugaises. Ils ont dit qu'ils sont pas capables de la trouver et que les méthodes utilisées sont pas les méthodes qu'on utilise en Angleterre. Ils demandent savoir beaucoup d'informations précises. Il y a beaucoup de sensationnalisme. Beaucoup de sensationnalisme. La photo de la fillette fait notamment la une du Sun, le journal qui offre une récompense pour toute information qui ferait avancer l'enquête de 10 000 livres. Alors c'est vrai, Karl Zero, qu'au début de l'enquête, il y a une pression médiatique énorme et des polémiques alimentées notamment par la presse britannique qui dit que les policiers portugais travaillent comme des manches, quoi. Ce en quoi, Jacques, ils ont tout à fait raison, parce que c'est vrai que Gonçalo Amaral, donc qui dirige l'enquête, c'est quand même un policier qui a eu une sombre histoire avec un enlèvement de petite fille, tout à fait ressemblant à l'histoire de Madi. Sombre histoire, vous voulez dire une enquête ratée? Une enquête ratée où il a castagné la pauvre dame pour la faire avouer. On a même retrouvé les photos après la garde à vue de cette dame, et il a essayé de refaire la même chose avec les parents McCann, parce que pour lui, c'était évidemment les parents McCann. Oui, il pensait, mais là, disons-le à ceux qui nous écoutent en deux mots, pourquoi pensait-il que c'était les parents McCann? Il ne croyait pas du tout à la thèse de l'enlèvement. Il pensait que c'était un accident domestique, c'est-à-dire que les parents dînaient au restaurant ce soir-là avec leurs amis avec qui ils étaient en vacances. Ils auraient laissé Madi sans surveillance, avec d'ailleurs les petits jumeaux qui étaient là et qu'on a retrouvé endormis, dormant comme des anges, mais on a retrouvé la fenêtre ouverte de la chambre de Madi. Bon, et donc qui lui aurait donné un médicament avant de dormir, un sirop, en forçant un peu la dose, quoi. Ils sont médecins tous les deux, donc il y a quand même assez peu de risques. Oui, non, mais c'était à moins qu'ils veuillent l'assommer ou la tuer. C'était les hypothèses du policier qui a mené l'enquête, en disant qu'après ils avaient dissimulé le corps, ils avaient maquillé une affaire d'enlèvement, de drame domestique en enlèvement, quoi. Oui, mais Jacques, résultat des courses, le Gonçalo Amaral, il a été viré. Alors depuis, il fait des procès, il les perd tous contre il a écrit un bouquin, il a perdu tous les procès contre les McCann. Et pour moi, son récit ne tient pas en l'air. Et alors, les dernières révélations qu'on a pu avoir, justement, vous y venez. Ça va dans le sens. Bah oui, j'y viens. Ça va pas dans le sens de Gonçalo Amaral et des parents. Et parce qu'il faut dire qu'après, il a été viré de la police, l'inspecteur. Il a écrit un bouquin d'ailleurs. Bon, sa vérité sur l'affaire. En juillet 2008, la justice portugaise a décidé de clore le dossier, mais sans toutefois ne pas envisager de le rouvrir un jour sur des faits nouveaux. En fait, ils ont passé le relais à la police anglaise. Voilà, et c'est Scotland Yard qui a pris le relais. Et voilà, et en fait, l'enquête s'était jamais vraiment arrêtée, puisque les parents McCann, qui bénéficiaient quand même de pas mal d'argent, puisqu'il y avait toutes sortes de personnes riches et illustres qui les soutenaient. Oui, ils ont fait un site internet, et ils ont eu beaucoup de dons. Ils ont eu beaucoup de dons, donc ils avaient plusieurs. On leur a reproché un peu. Oui, on leur a reproché de même avoir payé un appart avec cet argent, ce qui est possible. Mais ce que je vois, c'est qu'ils faisaient travailler quand même des détectives privés, dont une agence espagnole, Méthodo 3, et c'est cette agence qui en fait a mis à jour le témoignage le plus intéressant, celui d'une famille d'Irlandais qui s'appelle les Smith, et qui cette nuit-là voit un homme brun qui porte dans ses bras ce qui ressemble à un enfant, avec le même pyjama, sous une couverture, et qui se dirige vers le port, à environ 500 mètres de l'Ocean Club. Et ce témoignage-là, c'est celui qui a donné lieu au portrait robot qui a été publié il y a maintenant 2-3 mois sur Crime Watch par la BBC, et puis diffusé aussi, je crois, au Portugal et aussi dans d'autres pays, en Allemagne et aux Pays-Bas, parce que il y a d'autres portraits robots de 2 personnages blonds et plus jeunes qui ont été vus pendant une semaine avant la disparition, un peu tous les jours, et qui observaient les allées et venues sans qu'on ait su très bien ce qu'ils faisaient là, ces gars-là. Donc ça supposerait une sorte de réseau
d'abord d'observation, puis un gars qui vient enlever dans la chambre pendant que les enfants dorment. Voilà, en tout cas, donc des éléments qui vont dans le sens d'un enlèvement pour adoption ou pour un réseau pédophile. Ça, on y reviendra parce qu'on va parler de ces thèmes-là tout à l'heure. Oui. Mais ce qui évidemment a frappé... Adoption, Jacques. Ah non, mais attendez, ce ne sont pas mes hypothèses. Avec le plus d'honnêteté et d'objectivité possible, j'explique à ceux qui nous écoutent les hypothèses qui ont été envisagées. Voilà, bon, c'est vrai que, alors je ne sais pas, il n'y a jamais eu, je pense... Moi, vous savez, je suis subjectif. Donc... Oui, je vois, mais ça c'est votre choix, comme on dit. Oui, bien sûr. Alors, juste un mot quand même encore pour dire que ce qui a été très frappant, et ce qui m'a moi beaucoup frappé, c'est que les policiers britanniques, qui en général sont plutôt avares de commentaires sur leurs enquêtes, là, n'ont pas hésité à dire « Nous pensons que Maddy est toujours vivante ». Ce qui montre que, en tout cas, les éléments qu'ils ont et qui ne sont pas peut-être encore rendus publics vont dans ce sens. Ah, si c'était le cas, ça serait merveilleux. Si on peut la retrouver comme Natacha Campuche ou bon, en même temps, perso, moi j'y crois moyen, quoi. Je pense que quand on rentre, on est enlevé comme ça. Alors pour adoption, je ne sais pas, ça je vous laisse juge, Jacques. Mais si il s'agit d'un enlèvement par un réseau pédophile, en général, ce qui se passe si on est enlevé à 4 ans, c'est qu'à 15 ans, je m'excuse du terme, on est hors d'usage et on vous élimine. Donc alors, on va faire une pause nouvelle dans cette émission. De toute façon, je vous renvoie au livre de Karl Zéro, parce que là, on survole les chapitres en vous donnant l'essentiel des axes qu'il met en valeur d'un résultat quand même d'une enquête qui a duré des mois et des mois. Sinon, on fera une émission de 12 heures, et là, c'est un peu le Sochi du fait divers. Faut qu'on y aille. Alors, Sochi continue dans quelques instants, et cette fois, on va parler d'une affaire qui me tient également beaucoup à cœur. C'était une des affaires marquantes d'une série d'émissions de télévision sur TF1 qui s'appelait Témoin numéro 1, et vous avez revisité le dossier de l'affaire Anaïs Marcelli, une fillette de 10 ans disparue le 14 janvier 91 au retour de son école à quelques dizaines de mètres à peine de son domicile dans la ville de Mulhouse. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Invité de l'heure du crime, Karl Zéro, qui, sans langue de bois aucune, publie aux éditions L'Archipel le résultat des enquêtes qu'il a menées sur un certain nombre d'affaires de disparition mystérieuse d'enfants. Le titre du livre, Disparues, que sont-elles devenues? Alors, on peut dire, Karl Zéro, que vous n'avez pas résolu, mais c'était pas du tout votre propos, ces affaires de disparition, mais que vous avez voulu à la fois vous rendre sur place, consulter les dossiers, enfin ramasser un maximum d'informations pour essayer, j'allais dire à tête reposée, avec la distance, de mettre en exergue les points qui vous paraissent de nature à être relancés, peut-être pour arriver à la vérité. Oui, ceux qui ont été mis de côté, ceux qui n'ont pas été exploités à fond, ceux qui me paraissent les plus plausibles. Il faut savoir qu'au fond, dans toutes ces histoires, il y a certes des enquêteurs, mais ces enquêteurs, ils n'ont pas que ça à faire. Il y a tout le temps des affaires qui se produisent, donc forcément, ils les mettent de côté, les autres affaires, et finalement, le dossier s'endort sous une pile d'autres dossiers, et puis rien n'arrive. Donc c'est intéressant d'avoir le recul, et puis c'est humainement intéressant simplement, parce que ces gens à qui il arrive de telles affaires, ils ont une autre vision de la vie, donc c'est enrichissant aussi, je dirais personnellement. Vous allez me dire, mais c'est vrai, je ne dis pas, je suis d'accord avec voilà, je trouve que, en tout cas, journalistiquement, c'est très intéressant. C'est moins, si vous faites par exemple de la politique, vous avez des réponses assez cadrées et en général formatées, voire casse-couille, si vous me passez l'expression. Quand vous êtes face à quelqu'un dont on a enlevé l'enfant, il vous raconte pas de conneries. Ça c'est merveilleux, Jacques. Alors, 14 janvier 1991, on va se remettre dans l'ambiance de l'époque où Anaïs, cette fillette de 10 ans, a disparu sur le chemin de son domicile, en fait, entre son école et l'endroit où elle habitait dans la ville de Mulhouse, avec son père. Un peu plus de 2 semaines après la disparition, malgré des recherches vraiment tous azimuts et très importantes, la fillette est toujours introuvable. Et on va entendre un document RTL qui date du 31 janvier. Dans ce document, vous allez l'entendre, l'oncle d'Anaïs lance un appel sur RTL au micro de Philippe Robuchon.
Après 17 jours sans nouvelles d'Anaïs, la famille de la petite fille refuse que sa disparition tombe dans l'oubli. Depuis le 14 janvier, les policiers de la brigade des mineurs de Mulhouse mènent une enquête sans relâche. Ils ont entendu de nombreux témoins. Une battue a été organisée dans l'immense forêt de la Harte. On a même dragué le canal du Rhône au Rhin sans résultat. Cette mobilisation doit se poursuivre, demande la famille, qui continue à se battre contre la fatalité. Jusque maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Mais au bout de 15 jours, malheureusement, je crains que ce ne soit la routine et puis le fait que la police reconnaisse ne pas avoir de traces, n'avoir aucun indice, eh bien, ça devienne vite une affaire classée. C'est contre ça qu'il faut s'élever. Il faut que la police reste en alerte encore, qu'il continue à chercher. On ne peut pas arrêter maintenant. Alors il faut dire que le mystère va durer 3 mois et demi parce que elle a disparu, Anaïs, mais on l'a retrouvée. On a retrouvé son corps le 21 avril 1991, donc 3 mois et demi plus tard, par des randonneurs dans une forêt des Vosges, au col de Bussan, le long d'une route à très grande circulation. Et évidemment, pour les proches, les parents, c'est la fin de l'espoir. Alors maintenant, il est intervenu dans cette affaire un personnage dont vous parlez beaucoup dans ce livre, qui s'est attribué l'enlèvement et l'assassinat de cette gamine. Voilà, qui s'appelle donc Le Corbeau, puisqu'il envoie des lettres, et qui est un personnage que vous connaissez aussi très bien, Jacques, puisqu'il vous a personnellement écrit. Oui, à moi, à Patrick Monet, qui était le producteur de l'émission, également à d'autres personnalités. Donc c'est un personnage... Et attendez, pardonnez-moi, la chose la plus perverse et terrible qu'ait pu faire cet homme, dont on ne sait pas s'il est l'auteur ou pas des faits, c'est qu'il a envoyé une lettre adressée à l'école de cette petite fille. C'est la première lettre qu'il envoie. En s'adressant aux autres enfants, où il dit pour leur parler de leur copine. Voilà, il explique benoîtement. Anaïs va très bien, je m'occupe d'elle. Il décrit un peu ce qu'il lui fait, ça je vous l'épargne. Et il dit qu'il va la mettre enceinte. Il dit ça aux enfants, alors que non, c'est quelque chose d'absolument abominable. Alors on a pensé, Karl, tout le monde a pensé. Je pensais à une chose. Jean-Pierre Foucault avait reçu également des lettres de ce personnage. Et tout le monde a pensé, y compris les enquêteurs au départ, que c'était un illuminé, un malade mental, un illuminé qui s'auto-excitait lui-même. Sauf qu'il décrit. Et alors, par le il y a menu, eu un élément terrible, quoi. Ouais. Il décrit par le menu. Il dit, il raconte ça assez simplement. Il fait des fautes d'orthographe, mais on voit bien que ce sont de fausses fautes d'orthographe. Et il décrit l'enlèvement d'une petite fille dans un village qui s'appelle Sainte-Savine, une affaire qui n'a pas été médiatisée. Et quand les enquêteurs vérifient, tout ce qu'il décrit est absolument vrai. Et on retrouve la jeune fille qui est devenue coiffeuse ou un truc comme ça. Absolument. Et lui décrit, elle raconte, oui, j'ai été enlevée, j'avais fait mes petites commissions, j'avais mon petit panier, il y avait ça et ça et ça dedans. Et lui, dans la lettre, dit ce qu'il y avait dans le panier à provision. Exactement. Et ça, c'était dans les scellés, et c'était dans le... Et ça fait froid dans le dos, parce que quand on lit l'ensemble des missives de ce personnage, le Corbeau, il nous décrit qu'il est un pédophile qui enlève, qui viole, qui tue la plupart du temps les petites filles après usage, qui parfois aussi est pourvoyeur de petites filles pour des réseaux. Il emmène des petites filles en Allemagne, il emmène en Belgique, il emmène aux Pays-Bas. Donc ça nous rapproche aussi des fichiers de Zandvoort dont on sera appelé à parler tout à l'heure. Donc le témoignage de ce personnage-là est quand même à prendre... évidemment un peu avec des pincettes, mais en même temps, il donne tellement de détails, et certains sont vérifiés, que ça fait froid dans le dos. Alors après, il y a l'autre problème. Il a cessé d'écrire brutalement aussi, il faut dire. Il a cessé... rafale de lettres, et puis après... Mais curieusement, sa dernière lettre, c'est après qu'on ait retrouvé le cadavre de la petite Anaïs. Donc est-ce que, en faisant cette lettre, il fait semblant de ne pas savoir qu'elle est morte? Peut-être, en fait, il sait pertinemment qu'elle est morte, puisque si c'est lui, il l'a tuée. Il essaye de nous mettre sur une fausse piste. Puisque, concernant donc cette petite fille, on a quand même... alors, je sais pas si je dois en parler maintenant ou s'il y a un sonore, mais on a quand même un gros doute sur un personnage de la famille. Et on va en parler dans un instant, non pas après un sonore, mais après une pause, parce que c'est l'heure d'une pause. On se retrouve dans quelques instants. Ah, il y a trop de pubs. L'heure du crime. Sur RTL.
Et le retour de Carl Zéro, c'est la dernière partie de l'émission. Carl Zéro, on va encore parler quelques instants de l'affaire Anaïs, parce que vous développez justement, comme pour chacune des affaires, vous dégagez une piste qui, à votre sens, n'a pas été suivie suffisamment. Et après, on terminera avec cette histoire de documents terribles d'un réseau pédophile. Et c'est un peu, j'allais dire, le morceau de bravoure de votre livre, parce que là, vous engagez vraiment, vous êtes furieux de ce qui s'est passé autour de ça. Alors, oui, pour revenir sur la petite Anaïs Marcelli. Je voudrais juste dire une chose avant. Excusez-moi. C'est pour, je pense à ceux qui nous écoutent. Après tout ce qu'on a dit sur les lettres là de ce type qui disait je l'ai enlevé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Ouais. L'autopsie du corps de la fillette a révélé qu'elle avait été étranglée le jour même de sa disparition. Et c'est vrai, on n'a pas retrouvé un certain nombre de vêtements, ce qui a renforcé le mystère. Alors la piste justement, c'est pas la piste du scripteur du corbeau, hein. C'est une autre piste que vous dégagez dans le livre. C'est-à-dire, ça peut être les deux. Alors voilà, ça peut être aussi le camp. Le personnage auquel on pense est un personnage qui a été mis en garde à vue. C'est un personnage important de la famille. Pour vous éviter d'être mis en examen et de RTL traîner en diffamation, je ne vais pas dire son nom, mais c'est un personnage important de la famille. Il est entendu. Et 3 heures avant la fin de la garde à vue, et les flics disent il allait craquer. Hop, bizarrement, il est remis dehors. Il faut peut-être dire pourquoi il a été mis en garde à vue. Il a été, dites-le, Jacques. Il y a eu une perquisition et on a trouvé chez lui des documents qui n'ont rien à voir avec un meurtre, bien sûr, mais avec des pratiques sexuelles, on va dire plus que curieuses. Voilà. Vous l'avez dit. C'est-à-dire, oui, non, mais on peut même dire ce que c'est. Hein, c'est un adepte. Non, il faut mieux pas le dire. Non, enfin, ça va. Vous le découvrirez dans le livre. C'est un argument. Merci. Bon, alors donc cet homme-là est dans le collimateur des enquêteurs. Ouais, exactement. Mais sauf que bizarrement, il le laisse filer au dernier moment. Et depuis, ce personnage. J'ose pas dire que tout accuse, mais je le pense fortement. Vit toujours en liberté. Je suis même allé sonner chez lui et je me suis fait jeter. Et vous racontez. Oui. Là, il y a un grand mystère, quoi, parce que il est probable que la petite Anaïs n'a jamais été enlevée, qu'elle est rentrée simplement chez elle, que ce membre de la famille était là. Et qu'il s'est passé quelque chose qui a conduit à ce qu'elle soit étranglée. Il n'y a pas eu de violence sexuelle. Et pour cause, ce personnage, on découvrira par la suite qu'il n'est pas tellement capable d'exercer des violences sexuelles sur une personne. Alors, je dirais quand même que ça ne résout pas tout, cette hypothèse, dans la mesure où on a retrouvé le corps 3 mois et demi après, au col de Bussan, et que pour sortir le corps d'une petite fille et l'amener à cet endroit-là, en tout cas, c'est certainement faisable. Mais ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple, mais on a retrouvé, sans pouvoir l'expliquer, des traces de charbon autour de cette petite Anaïs Marcelli. Et il y avait dans cette maison, dans la cour, une remise à charbon, qui n'a pas été même étudiée par la police. Alors, la suite, le reste, tout ce que dit Carl Zéro sur cette affaire, c'est absolument passionnant. Mais c'est à vous de le découvrir avec le livre. Je voudrais vraiment, là, il nous reste 4 minutes d'émission, 3,5 d'ailleurs, pour parler ce qu'on appelle le fichier Zandvoort, ou le réseau pédophile de Zandvoort. Alors, vous nous rappelez de quoi il s'agit au départ? Comment ça part, cette histoire? Oui, ça commence par un enquêteur qui est belge, qui s'appelle Marcel Vervlozen, qui va mettre à jour l'existence donc de ce réseau pédophile sur Internet. Ça se passe à la fin des années 90. Et donc, un trafiquant d'images pédophiles va lui remettre un premier CD-ROM, puis en fait il y aura 12 CD-ROM. Donc, et sur ce CD-ROM, on découvre quoi? On découvre des tas de forfaits exercés sur des tas d'enfants, sans qu'on sache évidemment qui sont ces enfants. Mais on peut pas dire que ça n'existe pas. En général, quand on nous dit il y a des réseaux pédophiles, en fait, ça peut se passer dans le cadre familial. On viole un enfant, on viole par exemple son enfant, on filme et on revend le truc. Ou alors, on enlève des enfants dans la rue et puis on les abuse et en même temps on filme. Donc en fait, vous savez, Jacques, ça sert à gagner de l'argent simplement. C'est un trafic comme un autre, sauf que ça rapporte plus que le trafic de drogue. Donc c'est un grand réseau tentaculaire. Et quand on fournit, l'histoire est intéressante parce que quand on fournit ces CD-ROM à la police, qu'elle soit belge ou hollandaise ou française, il n'y a pas de suite. C'est-à-dire qu'on avait même fourni à la ministre de l'époque
Elisabeth Guigou, les fameux CD-ROM, pour qu'il y ait une véritable enquête. Il n'y en a pas eu. Et par la suite, on s'est rendu compte que ces CD-ROM, la chancellerie les avait déjà et n'en avait absolument rien fait. Alors c'est la théorie du complot ? Pourquoi la justice cacherait des choses aussi abominables ? Parce que là, on marche vraiment, et même à haut niveau, on marche sur des œufs. Il s'agit de quelque chose qui est censé ne pas exister, qui est censé être un fantasme absolu de journaliste écervelé de mon type. Journaliste écervelé qui trouve quand même des pièces, j'allais dire, un peu à conviction, puisque vous avez découvert que le propriétaire de ce CD-ROM était un monsieur qui avait aussi un bateau, qui faisait des croisières avec des personnes d'un certain milieu, que ce bateau était amené d'ailleurs à venir dans le port de Bordeaux, à certains, etc. Là, je renvoie tout le monde encore une fois aux détails de votre enquête, mais c'est pas du délire de Carte Zéro. Vraiment pas. Non, c'est malheureusement une histoire. Mais je suis obligé de vous demander s'il n'y a pas la théorie du complot, parce que c'est toujours ce qu'on dit. On dit oui, mais ça c'est facile. Ça n'existe pas. Voilà, mais à chaque fois, on jette ça comme un anathème suprême, la théorie du complot. Il n'y a pas de complot. Il y a juste des gens qui aiment faire du mal, qui font du mal à des enfants, et puis certains autres qui sont à côté et qui filment. Et donc cette histoire nous renvoie aussi à l'affaire Dutroux, parce que c'est forcément lié, parce qu'on retrouve, et à l'histoire d'Angers en France, on retrouve des enfants d'Angers sur les images on retrouve des enfants de Belgique, on retrouve de l'affaire Dutroux. Angers, ça a été la plus grosse affaire de réseau pédophile. Alors là, pour le coup, un vrai réseau local. 65 personnes ont été dans le box des accusés. Voilà. Et vous noterez que curieusement, c'est le seul qui soit sorti et allé au bout, parce que c'était des gens, on va dire, de petite extraction. Il n'y avait pas de gens importants à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas exactement dans l'affaire Dutroux, où il y avait que des gens importants, y compris des proches de la couronne belge. Donc quand il y a eu la marche blanche en Belgique et qu'ils ont compris que ça allait tourner vinaigre, y compris au niveau de la monarchie, ils ont dit stop, on arrête tout. Ils ont libéré Nioul, qui était évidemment à mon sens coupable, et ils ont fait passer Dutroux pour le grand prédateur sexuel. Voilà. Alors que vous dites c'était certainement un rabatteur d'un autre réseau. Il l'avait fait pour des adolescentes. Aucune raison qu'il l'ait pas fait pour des enfants. C'est ce que vous dites dans le livre. Je vous remercie. Le livre est vraiment passionnant. Merci. Il s'intitule Disparues, que sont-elles devenues, et c'est paru aux éditions de l'Archipel. Merci Carte Zéro. L'émission est terminée. On retrouve très très vite.